Au début du XXe siècle, l'Europe est un continent en plein essor économique, mais avec beaucoup d'instabilité politique et géopolitique. Tandis que la France et le Royaume-Uni se développent avec la colonisation du continent africain, une autre puissance émergente depuis les années 1870 souhaite obtenir sa part du gâteau. C'est dans ce contexte qu'un événement au départ considéré comme mineur dans les actualités va prendre de l'ampleur et mettre le feu au continent européen, ainsi que faire basculer l'histoire du monde. Bienvenue à vous, chers abonnés et spectateurs, dans l'épisode 1 de notre série consacrée à la Première Guerre mondiale, dans un format que j'ai appelé un review, c'est-à-dire entièrement retravaillé. C'est parti, générique. On a souvent dit de l'Europe qu'elle était une poudrière prête à exploser au cours des années précédant la Première Guerre mondiale. Ces craintes étaient fondées depuis le siècle précédent, avec les nombreuses guerres napoléoniennes, même si on peut aussi retorquer qu'il y avait également des guerres à l'étranger. On peut citer par exemple la guerre de sécession aux États-Unis, ou même encore, plus récemment, le conflit entre la Russie et le Japon qui s'est déroulé en 1905. Cette explosion se produisit finalement à Sarajevo, en Bosnie, à l'été 1914. L'événement déclencheur de la Grande Guerre est connu de tous. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie à Sarajevo le 28 juin 1914 par des nationalistes serbes. On parle ensuite d'engrenage des alliances pour expliquer les entrées en guerre successives de la Russie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, comme si le conflit mondial était la conséquence inéluctable de cet assassinat. Mais ces facteurs sont en réalité bien plus complexes. Pour plonger aux racines profondes de la Grande Guerre, il faut remonter à la seconde moitié du XIXe siècle. La révolution industrielle se développe sur le continent européen, ainsi qu'en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Cette doctrine de révolution industrielle permet ainsi l'augmentation des capacités de production, notamment grâce au développement de nouvelles techniques et de nouvelles technologies qui permettent d'assurer une production de plus en plus croissante. Mais parallèlement à ça, les grandes puissances européennes adoptent des politiques visant à la colonisation. Les grandes puissances mondiales adoptent alors des politiques expansionnistes qui les amènent à entretenir des rivalités croissantes. Ces rapports de force s'expriment à la fois dans la conquête de nouveaux territoires, qui permettent des débouchés pour les populations et les marchés européens, et sur le terrain commercial, sur les marchés chinois et ottomans. Cette grille de lecture a été abondamment développée par la pensée marxiste, relève l'historienne Élise Julien, notamment parce que Lénine avait d'emblée déclaré que la Première Guerre mondiale était une guerre impérialiste, stade suprême du capitalisme. Sur le moyen terme interviennent les facteurs politiques, en particulier les discours nationalistes qui se développent dans les dernières décennies du XIXe siècle. Ces discours accroissent les rivalités entre les États, notamment entre la France et l'Allemagne, autour de la question du territoire de l'Alsace-Lorraine, mais aussi au sein de l'Autriche-Hongrie, qui est alors un empire multinational, donc composé de différentes nationalités. On peut citer par exemple les Autrichiens, les Hongrois, mais ces discours peuvent aussi atteindre certaines minorités, comme les minorités slaves dans les Balkans. Cette montée des tensions conduit à la mise en place du jeu des alliances, avec la triple alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie à partir de 1882, et la triple entente entre la France, le Royaume-Uni et la Russie à partir de 1892. Tout un climat de défiance se développe qui aboutit à la mise en place des lois militaires afin de préparer la guerre. Le service militaire est allongé, les budgets d'armement augmentent et les plans de guerre offensifs sont établis. À l'été 1914 donc, toutes les pièces sont en place pour une escalade extrêmement rapide du conflit. Mais c'est bien l'assassinat de Sarajevo qui mettra le feu à la fameuse poudrière balkanique, qui est une expression journalistique en référence aux conflits qui frappèrent les Balkans au XIXe et au XXe siècle. Le 28 juin 1914, dans la matinée, l'archiduc François Ferdinand et sa femme, Sophie Chotek, arrivent à Sarajevo, en Bosnie. Le programme de la journée est rythmé par différentes visites. Inspection d'une caserne militaire, visite à l'hôtel de ville afin de rencontrer le conseil municipal, inauguration du musée de Sarajevo, déjeuner à la résidence du gouverneur de Bosnie-Herzégovine, visite de la grande mosquée, puis retour à la gare afin de rentrer à Vienne par le train. Ils prennent place dans une limousine noire décapotable. Ils sont accompagnés du général Oskar
Podtiorek et du comte Arrache. Garde du corps personnel de l'archiduc. À 10h45, le couple quitte l'hôtel de ville à bord de sa limousine. Les deux premières voitures du cortège tournèrent à droite au lieu de longer le quai. Celle de l'archiduc et de sa femme les suivit. Le général se rendit compte trop tard que l'itinéraire était le mauvais et héla le chauffeur qui, surpris, décida de faire marche arrière. Trop dense, la foule empêcha la voiture de bouger. Placé devant le magasin Moritz Schillers Delikatessen, Gavrilo Princip vit alors une occasion de réaliser sa mission. Il tira 2 fois, une balle à l'abdomen de la duchesse et une dans le cou de l'archiduc. L'assassinat de François Ferdinand vient d'avoir lieu. Mais alors qui est donc ce Gavrilo Princip? Né le 25 juillet 1894, il était étudiant serbe en Bosnie. Antérieurement nationaliste yougoslave, il est membre de la Société de la Main Noire. Cette société faisait partie d'un mouvement nationaliste serbe visant à unifier la Serbie et d'autres États slaves appartenant alors à l'Empire austro-hongrois. Cette société secrète, que l'on appelle en français aussi Union ou Mort, a été fondée à Belgrade comme une excroissance d'un groupe nationaliste serbe plus ancien du nom de Narodna Odbrana. La Main Noire a repris le travail de propagande anti-autrichienne de l'ancien groupe en Serbie, qui comprenait le sabotage, l'espionnage et les meurtres politiques à l'étranger, surtout dans les provinces que l'Autriche-Hongrie voulait annexer. Le groupe comprenait de nombreux radicaux, des responsables gouvernementaux, des professionnels ou même encore des officiers de l'armée. Quand on apprit que l'héritier présomptif du trône autrichien Franz Ferdinand devait se rendre à Sarajevo en juin 1914, la Main Noire décida de l'assassiner en raison de sa menace perçue pour l'indépendance serbe. 3 jeunes bosniaques furent recrutés, formés et équipés dans cet objectif. Mais la postérité a retenu le nom de Gavrilo Princip. C'est alors que suite à cela, le jeu des alliances s'emballa. Les autorités autrichiennes accusèrent immédiatement la Serbie voisine d'être à l'origine du crime. Les Autrichiens virent dans l'attentat de Sarajevo un prétexte idéal, souhaité de longue date pour éliminer la Serbie dans les Balkans. L'Autriche-Hongrie interpella alors l'Allemagne sur le sujet, mais pas l'Italie. Le 5 juillet 1914, l'Allemagne assura à l'Autriche-Hongrie de son soutien inconditionnel dans tout ce que l'Autriche-Hongrie jugea utile de faire contre la Serbie, peu importe les conséquences possibles. Il sembla au haut commandement allemand que jamais les chances d'un succès contre la Serbie, la Russie et la France ne seraient aussi favorables. C'est la politique dite du risque calculé, définie par le chancelier allemand Bethmann Hollweg. Après concertation avec l'Allemagne, le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie lança un ultimatum en 10 points à la Serbie, dans lesquels elle exigea que les autorités autrichiennes puissent enquêter sur le territoire serbe. Les Serbes décrétèrent alors la mobilisation générale le 25 août et, au soir, déclarèrent accepter tous les termes de l'ultimatum, hormis celui réclamant que des enquêteurs autrichiens se rendent dans le pays. À la suite de cela, l'Autriche rompa ses relations diplomatiques avec la Serbie et ordonna le lendemain une mobilisation partielle contre ce pays pour le 28, jour où, sur le refus d'approuver son ultimatum, lancé 5 jours plus tôt, elle lui déclara la guerre. L'Italie, qui n'avait pas été interpellée par l'Autriche, déclara sa neutralité. Le gouvernement français enjoint son armée de retirer toutes ses troupes à 10 km en deçà de la frontière allemande, pour faire baisser la tension et éviter tout incident de frontière qui pourrait dégénérer. Mais hélas, c'est déjà trop tard. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclara la guerre à la Russie, puis le 3 août, cette dernière déclarera la guerre également à la France. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclara la guerre à l'Allemagne. Puis le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Russie. Le 11 août 1914, la France déclarera alors la guerre à l'Autriche-Hongrie. Puis le 13 août 1914, le Royaume-Uni déclara également la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et enfin le 23 août, afin de soutenir l'entente, le Japon déclarera également la guerre à l'Allemagne. Pour faire un petit peu le résumé des forces en présence, au début de la guerre à l'été 1914, les puissances de la Triple Entente étaient composées de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. N'oublions pas qu'ils étaient soutenus donc par les Japonais à partir du 23 août 1914,
et en face se trouvaient les puissances centrales, constituées de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois. Toutes les grandes puissances européennes avaient des intérêts nationaux qu'elles espéraient voir favorisés en faisant la guerre. Du côté de la Triple Entente, on peut par exemple prendre le cas de la France, qui tenait à tout prix à venger sa défaite aux mains de l'Allemagne lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 en récupérant au passage le territoire de l'Alsace-Lorraine. La Russie, elle, promettait de soutenir la Serbie, qui était considérée selon elle comme une nation slave sœur, tout en faisant en sorte que l'Autriche-Hongrie n'augmente pas son influence dans les Balkans. La Grande-Bretagne, elle, avait déclaré la guerre à l'Allemagne pour soutenir la Belgique, qui fut envahie par l'Allemagne, dont on reviendra dans les épisodes suivants, et garantissait sa souveraineté, mais elle souhaitait également conserver l'équilibre des forces en Europe en contenant l'Allemagne. Les puissances centrales, elles, avaient également des objectifs. L'Autriche-Hongrie, elle voulait écraser le nationalisme serbe et renforcer l'unité de son empire, particulièrement dans les Balkans. L'Allemagne, elle, soutenait l'Autriche-Hongrie dans sa guerre contre la Serbie, mais elle aspirait aussi à exercer une plus grande influence en Europe, surtout en affaiblissant la France et la Russie, et souhaitait acquérir également d'autres colonies en Afrique. La plupart des puissances européennes disposaient en 1914 de plans de guerre élaborés pour mobiliser rapidement et attaquer leurs ennemis. On peut par exemple prendre le cas de la France, qui avait élaboré le plan 17. Alors pourquoi on l'appelait le plan 17 ? C'est simple, c'est parce que c'était le 17e plan élaboré par les Français depuis la fin de la guerre franco-allemande de 1870. L'objectif de cette offensive était d'effectuer des offensives en Haute-Alsace, sur le plateau lorrain et les Ardennes belges, avant de foncer sur Berlin. Les Allemands aussi avaient un plan, c'était le plan Schlieffen. Il datait de 1905 et avait été établi par le général von Schlieffen, qui était le chef de l'état-major général de l'armée allemande de 1891 à 1905. L'objectif était assez audacieux, effectuer une offensive à travers le Luxembourg et la Belgique, afin d'encercler les forces françaises en fonçant vers Paris. Presque tout le monde s'attendait à une guerre brève et victorieuse qui, comme on le disait à l'époque, serait terminée à Noël. Ils avaient tort.